Alors, on va commencer tranquillement. C'est vraiment avec un grand plaisir. Je vais commencer par me présenter. Dalia Gesualdi Fecto. J'enseigne le droit du travail ici à l'Université de Montréal et je dirige aussi le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT. Et dans l'écosystème du droit du travail québécois, peut-être certaines connaissent moins le CRIMT. C'est un centre de recherche qui existe depuis maintenant bientôt 25 ans et qui s'intéresse aux transformations dans le monde du travail, évidemment avec un contingent non négligeable de juristes en droit du travail, dont plusieurs sont réunis autour de cette même table à distance et en présence. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui ce lancement hybride de l'ouvrage, de la 4e édition de l'ouvrage Droit des rapports collectifs du travail au Québec, qui est publié aux éditions Yvon Blais. Et il faut quand même le souligner, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette petite activité de lancement. C'est un ouvrage qui, depuis plus de 15 ans maintenant, occupe vraiment une place centrale. Je pense que plusieurs d'entre vous pourraient en témoigner dans la doctrine québécoise en droit du travail. Donc, je vais me permettre quand même, en guise d'introduction, de faire une très brève genèse un peu de l'ouvrage qu'on célèbre aujourd'hui avec ses autrices et ses auteurs. La première édition de cet ouvrage a été parue en 2009 déjà, sous la plume de Michel Coutu, qui est parmi nous, Georges Marceau et notre regrettée collègue Laurence Léa Fontaine, qui à l'époque, et là peut-être que Michel me corrigera s'il n'est pas d'accord, avait quand même s'était donné pour ambition de proposer une synthèse quand même très approfondie des rapports collectifs au travail. Et rapidement, cet ouvrage-là a trouvé sa place autant dans l'enseignement universitaire, dans la recherche et dans la pratique du droit. Il faut quand même le dire, c'est rare qu'un ouvrage en droit du travail trouve sa place dans ce triptyque-là, qui est l'enseignement, la recherche et la pratique du droit. Donc, une deuxième édition, publiée celle-là en 2013 et qui a permis l'arrivée de notre collègue à titre de co-autrice Urvana Kwako, qui est parmi nous aujourd'hui. Une troisième édition en 2019 qui a assuré l'intégration de notre collègue Julie Bourgault, qui est aussi ici parmi nous à l'équipe d'auteurs et d'autrices. Alors aujourd'hui, la 4e édition s'inscrit dans cette continuité-là. Nouvelle équipe, une équipe renouvelée encore une fois d'autrices et d'auteurs avec l'arrivée d'Anne-Marie Delagrave, Guillaume Grenier et Anne-Julie Roland qui sont avec nous aujourd'hui. Guillaume Grenier, malheureusement, ne peut plus se joindre à nous. Alors, je pense que j'ai pu parcourir ce qu'on appelle entre nous, on va partager ce secret d'alcôve, le mammouth. Nous appelons cet ouvrage le mammouth. Depuis 2009, moi je me rappelle, j'étais collègue à l'époque avec notre regrettée collègue Laurence Léa Fontaine à l'UQAM et on entendait parler du mammouth dans les corridors de l'UQAM et encore aujourd'hui, on lui a donné ce petit sobriquet, mais quand même, cette nouvelle édition-là, quand on regarde la table des matières, quand on regarde l'ampleur de l'analyse qui est posée, témoigne quand même de la vitalité, évidemment, du champ, mais aussi, je pense qu'il faut le souligner, c'est un engagement quand on est auteur et autrice d'ouvrages comme ça, de maintenir un outil de référence, de le mettre à jour, pour vraiment permettre de voir à quel point les mutations institutionnelles et les évolutions du monde du travail se traduisent dans notre droit, dans notre régulation du travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette 4e édition consolide vraiment la place de cet ouvrage-là comme un repère essentiel pour comprendre les dynamiques contemporaines du droit des rapports collectifs de travail. Donc, aujourd'hui, on est là, oui, pour célébrer le travail remarquable des auteurs et autrices. Je vous le dis, c'est une profession de foi que d'écrire un livre et de le mettre à jour dans le monde dans lequel on vit. Un monde qui va vite, un monde qui est teinté beaucoup par son instantanéité. Donc, de s'engager là-dedans, il faut souligner quand même que c'est une contribution exceptionnelle. On a quand même, au-delà de la flagornerie, faisons un peu de flagornerie, c'est important à l'occasion, voulu quand même peut-être faire un arrêt sur image pour réfléchir un peu avec l'équipe d'autrices et auteurs et avec nos 2 praticiennes en résidence, je vais vous les présenter tantôt, de mettre vraiment en lumière des développements qui, de leur point de vue, ont été marquants depuis la dernière édition, depuis la dernière parution, donc en 2019.
Donc, on va vraiment proposer à chaque auteur-autrice en quelques minutes, et ce sera le défi, et je serai cruelle avec la gestion du temps pour permettre une période d'échange avec vous, avec les participants et participantes. Donc, de vraiment peut-être nous proposer un petit flash sur un développement important qui a marqué le paysage du droit des rapports collectifs de travail depuis 2019. Donc, on le fera avec l'équipe d'auteurs et autrices. Et comme je l'ai dit tantôt, je pense que le propre de cet ouvrage-là, c'est qu'il sert aussi aux praticiens et praticiennes du droit. Donc, on a voulu associer dans notre réflexion collective deux praticiens et praticiennes que l'on connaît bien, Gaétan Lévesque de chez Rivet-Schmidt et José Gervais de chez Gowlings, pour nous donner leur point de vue de praticiens et praticiennes sur cette évolution marquante du droit des rapports collectifs de travail depuis 2019. Alors évidemment, la dernière année a été foisonnante en projet de loi, mais au-delà de ça, on a une jurisprudence aussi extrêmement foisonnante en droit des rapports collectifs de travail des tribunaux supérieurs dont on peut faire état. Donc, sans plus tarder, j'ai peut-être été d'ailleurs un peu trop longue et je m'en excuse. Je vais me tourner vers Michel Coutu pour nous faire part de son premier constat, et je vous invite, participants et participantes à distance, de peut-être noter vos questions, vos interventions, vos remarques, ce que suscite en vous les commentaires qui vont être évoqués par les auteurs-autrices et les José et Gaétan. Et si vous voulez écrire dans le chat, je pense qu'on peut même gérer le chat. On est multifonction comme ça. Alors, allons-y, Michel, sans plus tarder. Bonjour à tout le monde. Première des choses, je voudrais remercier l'équipe du CRIMT, en particulier Dalia Gesualdi Fecteau et Hélène Gansman pour le professionnel des communications, pour l'organisation du webinaire. Je remercie aussi chaleureusement l'équipe des éditions Yvon Blais, Maître Charlotte Marquette, Montmarquette, pardon, et en particulier Maître Odé Lafontaine, qui nous ont accompagnés avec patience et labeur acharné tout au long de la réalisation de l'ouvrage. Je les remercie en passant pour avoir acheminé à la maison 10 boîtes de l'ouvrage. Je me demandais que 10 copies, mais bon, ça peut toujours servir à solidifier le balcon, etc. Je souligne, on en a parlé, Laurence Léa Fontaine, notre regrettée collègue qui a beaucoup contribué aux éditions précédentes. Aujourd'hui, décédé, l'ouvrage lui est à juste titre dédié. Alors, on a parlé de flash, ça va être ça. Dans mon cas, évidemment, on ne peut pas s'étendre beaucoup. Je signale que dans le Mammouth, il y a un long chapitre sur la liberté constitutionnelle d'association qui fait plus de 140 pages, page 181 à 322. Ça indique l'importance de ce nouveau développement du droit, ensuite en particulier au revirement jurisprudentiel de la Cour suprême du Canada en 2007 et 2015. Auparavant, un paragraphe ou deux aurait suffi pour traiter rapidement, ou 3 paragraphes peut-être, pour parler de la trilogie de 1987 qui avait écarté complètement la pertinence de la liberté constitutionnelle d'association en matière de rapport de travail. Donc, ça avait été très bref. Là, il y a de plus en plus de décisions, de litiges, et il faut leur trouver, évidemment, une place importante. Je prends même, côté flash, un aspect seulement, le droit international du travail, son utilité pour l'interprétation de la liberté d'association au Québec. On pourrait penser que c'est un élément périphérique. J'espère vous convaincre du contraire. Nous considérons que c'est un élément tout à fait central, qui a servi de point d'appui, d'assise fondamentale au revirement dont j'ai parlé de la Cour suprême du Canada. Celle-ci a fait référence de manière importante aux conventions de l'Organisation internationale du travail en matière de liberté syndicale
Convention numéro 87, liberté d'association, 98, négociation collective, qui ont justifié dans les décisions de la Cour suprême du Canada, qui ont justifié en partie le revirement jurisprudentiel, et je signale que dans les deux jugements, on discute de manière importante des positions du comité, de l'organe qui est compétent au niveau international, le comité de la liberté syndicale du BIT. La question cruciale de la réception au Canada des normes internationales de l'OIT en matière de liberté syndicale, ben, ça demeure malgré tout controversé, incertain et parfois carrément mis en doute dans certains jugements. Toujours dans le mammouth, vous allez trouver un développement qui est assez court, page 125, 162, sur le droit international quant à sa réception et son utilité en droit québécois, et une discussion des objections adressées envers la recevabilité du droit international. Je mentionne deux décisions en particulier. Une de 2021 de la Cour supérieure dans Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Ça concernait une question d'arbitrage des différends. Et la décision de la Cour suprême du Canada dans Société des casinos du Québec relative à la syndicalisation des cadres. Bon, là, je vais commencer à inquiéter sérieusement Dalia, compte tenu du temps. Tout va bien. Bon, parce que on discute dans cette section du mammouth de 6 objections qui sont faites à l'encontre du droit international. Alors, rassurez-vous, je vais énoncer les 6 objections de manière très sommaire et ensuite dire quelques mots d'une de ces objections. Le reste, ben, sera confié aux lecteurs et lectrices pour se faire une idée de nos positions. Alors, première objection, c'est tiré les 5 premières sont tirées de la décision de la Cour supérieure que j'ai mentionnée, la dernière de la décision Société des casinos, mais tout ça s'harmonise bien. Je reviendrai. Première objection, le droit international serait une source secondaire d'interprétation du code du droit canadien. Par contre, je cite, il n'y a pas lieu de remettre en cause d'aucune façon la supériorité du droit national ou interne sur le droit international. Et la hiérarchie des normes que nous connaissons place le droit international comme une source secondaire. Autrement dit, le droit international n'est d'aucun secours si on veut contester la validité d'une norme de droit interne. Deuxième objection, recourir au droit international, c'est un exercice peu démocratique. Pourquoi peu démocratique? Car ça fait dépendre l'interprétation judiciaire d'une décision de ratification de l'exécutif. Pour la Cour supérieure, on substitue alors à la volonté du législateur la volonté de l'exécutif, du gouvernement, qui décide de ratifier ou pas ratifier tel ou tel accord, traité international. Troisième objection, le Québec ne semble pas avoir donné son accord à la ratification des conventions de l'OIT. Cour supérieure à nouveau, aucune preuve n'indique que si le Québec est partie prenante à ces conventions, alors que la matière en litige est de compétence provinciale. Quatrième objection, le droit international ne correspond pas aux exigences du modèle Wagner. Le modèle Wagner, c'est ce qui a été adopté en matière de rapport collectif de travail en 1935 aux États-Unis, transposé au Canada en 1944, et c'est le fondement de notre Code du travail. Alors, la Cour supérieure nous dit que tous ces instruments internationaux ne sont pas visés par le modèle Wagner tel que nous le connaissons. Ces différences militent contre l'importation sans nuance de ces normes qui font abstraction de l'architecture globale applicable au domaine des relations de travail. Cinquième objection, le Comité de la liberté syndicale du BIT ne tient pas d'audition pour entendre les parties. Il décide des plaintes sur dossier. Le juge de la Cour supérieure en déduit que ces décisions n'auraient aucune autorité
en droit interne. Finalement, dernière objection qui nous vient du jugement de la position de la juge Côté dans l'affaire de la Société des cadres des casinos. Le Comité de la liberté syndicale représente un organe politique et non une instance juridique. On ne doit quand même pas lui confier l'interprétation d'une partie de notre Constitution. A priori, quand on regarde toutes ces objections, ça représente un réquisitoire qui apparaît formidable contre la prise en compte des deux conventions mentionnées de l'OIT afin d'interpréter la liberté constitutionnelle d'association. Mais si on regarde de plus près, ces propositions, telle est votre position, sont juridiquement insoutenables, inexactes ou même carrément erronées. Pour ne pas me faire expulser du webinaire, compte tenu du temps qui reste, je voulais faire au mammouth pour la discussion, mais je vais prendre très, très rapidement un élément qui est le troisième. Le Québec n'a pas donné son accord préalable à la Convention 87 et Convention 98. Et oui, le Québec a donné son accord, ce qui est obligatoire, sur la fameuse décision du Conseil privé de Londres 1937 sur les conventions internationales du travail. En la Convention 87, ça s'est fait par échange de lettres entre Jean-Jacques Bertrand, qui était le premier ministre. Je peux dire que la lettre date du 19 février 1969. On l'a retracé. Avec le premier ministre du Canada de l'époque, qui était Pierre Elliott Trudeau. Ça, c'est en 1972 que la ratification a eu lieu. La Convention 98 a été ratifiée beaucoup plus tardivement par le Canada en 2017. On pourrait se demander pourquoi je n'entrerai pas là-dedans. Mais je souligne que le processus pour le Québec de participer à la ratification, de donner son accord, c'est beaucoup plus formalisé que c'était le cas au moment de Jean-Jacques Bertrand. Maintenant, il faut un décret ministériel, gouvernemental, mais il faut plus que ça en vertu de la loi sur le ministère des Relations internationales du Québec, en vertu de l'article 22.2, il faut impérativement une résolution favorable de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est donc l'Assemblée nationale du Québec qui a décidé, parce que c'est l'article 22.2 de la loi, toute ratification d'un traité international portant sur les droits fondamentaux de la personne doit être, c'est le cas de la Convention 98. Il y a d'autres cas prévus, mais notamment celui-là qui est très important pour nos fins. Donc, processus de ratification, il y a donc tout à fait inexact de dire que le Québec, ça s'est fait en dehors de son approbation. Je termine avec une très brève conclusion. Il faudra suivre attentivement l'évolution de la jurisprudence, de la législation, de la réglementation. On sait qu'ils sont un peu mal partis là, vis-à-vis certains projets de loi déposés ou examinés actuellement par l'Assemblée nationale, pour voir si le respect des normes minimales du droit international du travail sera perçu à l'avenir comme un impératif catégorique, un plancher minimal dont on ne doit pas s'éloigner, ou comme un empêcheur de tourner en rond toutes ces affaires-là, qu'il convient d'ignorer, de décrier même, comme le font nos voisins du Sud. Aux États-Unis, il faut souligner qu'aucune des conventions de l'OIT relatives à la liberté syndicale n'a été ratifiée par les États-Unis. Loin d'être une question secondaire, pour moi, la question apparaît existentielle, je dirais jusque-là, pour l'avenir du droit du travail au Québec. Alors voilà, et merci. Merci à Dalia de m'avoir permis de respecter le temps. Merci beaucoup, Michel. Je pense que ça met très bien la table pour la suite des échanges. On va se tourner vers Urvana Kwako et Anne-Marie Delagrave qui nous rejoint depuis Québec à distance. Je ne sais pas qui d'entre vous débute. Et à vous la parole. C'est moi. Merci beaucoup pour cet exposé. Je renouvelle mes remerciements en lien avec ce que Michel a avancé. Remercie mes co-auteurs également.
et les éditeurs et aussi l'organisation de cette séance en particulier. Alors, effectivement, comme l'a dit Michel, les effets délétères, on les perçoit d'ores et déjà, et la raison pour laquelle Anne-Marie et moi allons commenter en fait l'arrêt de la Cour d'appel procureur général du Québec contre Centrale des syndicats démocratiques qui fixe en partie la portée de la protection constitutionnelle de la liberté d'association pour ces travailleurs vulnérables. Alors, cet arrêt concerne en particulier les ressources. Qui sont ces ressources? Au fond, ce sont des personnes qui prennent soin notamment des enfants, des ados, de nos personnes âgées qui sont en perte d'autonomie ou encore des adultes qui vivent avec des déficiences mentales ou physiques, etc. Et que les établissements publics confient à ces fameuses ressources. Ressources intermédiaires ou ressources de type familial, il y a une différence. Je les noterai comme ressources en tant que telles. Leur importance est cruciale dans nos sociétés, notamment à cause du vieillissement en particulier de la société québécoise, en sachant que nos sociétés vieillissent plus vite. Elles sont juste derrière le Japon et la Corée du Sud, ça nous donne un peu l'idée. Quelles sont les caractéristiques de ces travailleuses-là? La majorité, ce sont effectivement des femmes. Ce sont aussi des personnes physiques. Il faut savoir qu'il est possible d'être une personne morale, mais elles sont exclues de la loi sur la représentation de ces travailleuses-là. Ce sont donc aussi des ressources qui accueillent les usagers à 90% dans leur résidence personnelle. Elles font un travail qu'on appelle travail de care. À cet égard, la littérature a identifié depuis longtemps que ces métiers sont caractérisés par une concentration de femmes, un travail qui est sous-évalué, qui est sous-payé, qui est exécuté dans la sphère domestique, souvent isolée et avec une grande vulnérabilité et invisibilisée. De l'aveu même du procureur général du Québec, ces ressources sont les pierres d'assises de notre système de santé et de protection de la jeunesse. Elles sont régies par deux lois, la loi sur la santé et les services sociaux et la loi sur la représentation. Je vais mettre des ressources pour aller plus rapidement. L'histoire de leur relation de travail est un véritable combat. Rappelons déjà qu'au cours des années 60, il y a une désinstitutionnalisation qui a pour objectif en fait de favoriser la réintroduction de ces personnes vulnérables dans les milieux naturels de façon à promouvoir leur réhabilitation sociale. Dans les années 90, on professionnalise, il y a plusieurs réformes en matière de santé et services sociaux, et à la fin, au début des années 2000, on cherche à améliorer leurs conditions de travail, ce qui amène un vent de syndicalisation, un processus de syndicalisation, et plusieurs ressources vont être accréditées. Vous vous en souviendrez peut-être, mais le gouvernement va alors prendre la décision de brider ce mouvement de syndicalisation pour faire adopter sous le bâillon une loi spécifique au régime qui les concerne, le régime de relations de travail qui les concerne. Une plainte va être déposée au comité de liberté syndicale, justement en contravention avec les différentes conventions, et cette plainte va être favorablement accueillie. Plus tard, la constitutionnalité de la loi va être remise en question en 2008, et dans un jugement très fouillé, la juge Grenier, en 2008, va considérer que cette loi non seulement bride la liberté d'association de ces travailleuses, travailleurs, et qu'au surplus, elle va à l'encontre de l'équité. En 2009, une nouvelle loi va être adoptée par le gouvernement qui normalement devait corriger un certain nombre de points, ce ne sera pas tout à fait le cas. Et au cours des 15 dernières années, ce nouveau régime de relations de travail spécifique est éprouvé jusqu'à ce que différentes centrales syndicales requestionnent la constitutionnalité de certaines de ces dispositions. Et je donne la parole à Anne-Marie qui va nous exposer donc la décision de la Cour supérieure et la Cour d'appel. Oui, merveilleux. Donc, oui, merci Rwana pour cette mise en contexte. Donc, la loi de 2009
a été contestée, donc une nouvelle contestation constitutionnelle ici devant la Cour supérieure en première instance, puis devant la Cour d'appel, on y viendra. Donc un bref résumé de ces deux décisions parce que c'est quand même important de comprendre qu'est-ce qui a été dit en première instance pour bien comprendre la portée de la décision de la Cour d'appel. Alors d'abord, devant la Cour supérieure, plusieurs des dispositions de la loi de 2009 étaient contestées en fonction de la Charte canadienne et de la Charte québécoise, donc de la liberté d'association, évidemment, qui est protégée par les deux chartes. À noter qu'ici, la privation du droit de grève qui était prévue dans la loi de 2009 ne faisait pas l'objet d'une contestation, donc, dans cette demande, mais c'est plutôt l'accès à un mécanisme véritable de règlement des différends qui était ici revendiqué, puisque la loi de 2009 ne prévoyait en fait qu'un mécanisme qui exigeait le consentement des deux parties. Donc, en pratique, le gouvernement disposait d'un droit de veto, oui, sur le dénouement d'une impasse. On contestait également certaines dispositions de la loi de 2009 qui limitaient la négociation sur des sujets d'importance, notamment la rétribution et la durée des ententes. Alors, la partie défenderesse ici invoquait que les protections constitutionnelles de la liberté d'association avaient été établies dans le contexte des rapports employeurs-salariés. Et donc, le gouvernement évoquait que les ressources ne sont pas des salariés, mais sont plutôt des prestataires de services au sens de l'article 2098 du Code civil du Québec. Et donc, que les protections constitutionnelles qui avaient été développées en matière de négociation collective et de liberté d'association dans le corpus du droit du travail ne pouvaient pas être importées aux travailleurs autonomes. Donc, finalement, le gouvernement, notamment évidemment, mais invoquait des dispositions du Code civil du Québec pour rejeter un corpus d'arrêt de la Cour suprême sur la liberté constitutionnelle d'association. Donc, la décision de la Cour supérieure en première instance faisait droit à plusieurs demandes des ressources et elle déclarait inconstitutionnelles certaines des dispositions donc de la loi puisqu'elle portait une atteinte injustifiée à la liberté d'association au sens des deux chartes. Sur la question du statut comme tel des ressources, d'abord, la Cour qualifiait les travailleurs d'isolés et de vulnérables dans leur relation avec leur donneur d'ouvrage, qui, au final, c'est le gouvernement. La Cour précisait, et je cite, que le droit de faire la grève n'appartient pas à un groupe de salariés en raison de leur statut juridique, mais plutôt parce qu'il est nécessaire pour rétablir le rapport de force qui leur permettra de mener une véritable négociation collective de leurs conditions de travail. Donc ici, la Cour rejetait l'argument du procureur général selon lequel les ressources ne pouvaient pas bénéficier du droit de grève parce qu'elles n'avaient pas le statut de salarié. Et la Cour établissait donc que puisque le droit à la négociation collective des ressources leur avait été accordé dans un texte de loi, eh bien, on ne pouvait pas les priver finalement du droit de grève sans porter atteinte à leur liberté d'association. Donc, la Cour supérieure, toujours en première instance, c'est important de le préciser, constatait que les dispositions contestées perturbaient le rapport de force nécessaire à une véritable négociation collective et donc constituaient une entrave substantielle et injustifiée à la liberté d'association des ressources. Donc, pour arriver à cette décision, c'est une longue décision de la Cour supérieure ici qui retrace l'évolution de l'interprétation de la liberté d'association par la Cour suprême. Et cette décision rappelle notamment que dans l'arrêt Health Services en 2007, la Cour suprême soulignait l'importance d'une interprétation théologique et contextuelle, oui, des chartes. Pour ce qui est des dispositions qui limitaient les sujets pouvant faire l'objet d'une entente collective, certaines d'entre elles étaient déclarées inconstitutionnelles également, puisqu'elles portaient ici encore une atteinte injustifiée à la liberté d'association, notamment en ce qui concerne la rétribution. Donc ici, en première instance, la Cour supérieure adoptait une approche contextuelle, si on peut dire, puisqu'elle se fondait sur une analyse qui n'était pas neutralisée, en fait, par l'étiquette, par la qualification, mais qui se rattachait plutôt à la réalité du rapport de force, au contexte de dépendance des ressources et à l'efficacité réelle du processus de négociation, surtout lorsqu'on est en présence d'un régime hautement institutionnalisé comme en l'espèce.
Cependant, comme vous le savez certainement, cette décision sera renversée en 2025 par la Cour d'appel. Et donc, dans cette décision de la Cour d'appel, donc procureur général du Québec contre la Centrale des syndicats démocratiques, c'est la juge Biche, en fait, qui rédige les motifs de la Cour et qui précise d'entrée de jeu que les ressources qui sont concernées par la loi contestée sont toutes en l'espèce des personnes physiques. Elle note également rapidement que les ressources ne sont pas considérées comme des personnes salariées au sens de l'article 2085 du Code civil du Québec, mais, et je cite, comme des prestataires de services au sens de 2098 du Code, statut que consacre tant la LRR que la L4S et qui n'est pas contesté ici. Et cette précision sera fatale pour les ressources, comme on va le voir. Donc, la juge Biche annonce qu'avant d'examiner si les dispositions contestées sont contraires aux chartes, il faut se pencher sur l'étendue de la liberté d'association et voir s'il existe des différences à cet égard entre les droits des salariés et les droits des prestataires de services. Et elle nous dit, quoiqu'elle ait un fond irréductible, la liberté d'association et la protection constitutionnelle qu'elle offre varient en teneur selon le contexte. Donc ici, pour déterminer si la loi contrevenait à la liberté d'association telle que protégée par les chartes canadiennes et québécoises, la Cour d'appel nous dit, avant de répondre à cette question, il faut d'abord établir si les droits qui sont revendiqués par les ressources participent du domaine de la liberté d'association. Et elle nous dit dans la négative, cela met fin au débat, et c'est exactement ce qui est arrivé. Affirmant d'abord que les ressources jouissaient indiscutablement de la liberté d'association que garantissent les chartes, la Cour a conclu que cette protection, elle est limitée, si on peut dire, à la dimension constitutive de la liberté d'association. On peut dire cette dimension qui prévalait dans la trilogie de 1987. Et donc, la Cour conclut que les ressources en tant que travailleurs autonomes ne peuvent bénéficier de la pleine portée de la liberté d'association. Puisque les lois et les ententes qui en ont découlé sont claires et non contestées à l'effet que les ressources sont des prestataires de services, les ressources ne peuvent pas bénéficier de la pleine protection des chartes. Et donc, on voit ici que l'effet de la décision de cet arrêt de la Cour d'appel, c'est de limiter la portée de la liberté d'association, donc en concluant que le droit à un processus de négociation collective, le droit de grève, le droit à un mécanisme de remplacement approprié, ce sont des droits qui ne peuvent bénéficier qu'aux personnes salariées et non aux travailleurs autonomes. Pour ce qui est de l'analyse du droit international du travail, elle est faite brièvement dans cette décision de la Cour d'appel, mais mise de côté, puisque la Cour conclut que ça ne permet pas de conclure finalement, oui, que la liberté d'association telle que développée par la Cour suprême dans les dernières décennies est applicable aux travailleurs autonomes. Et se penchant enfin sur la question de la vulnérabilité particulière des ressources, la Cour d'appel va conclure que cet argument n'est pas suffisant pour les traiter comme des salariés, en rappelant du même souffle que les ressources n'ont pas contesté leur statut d'entrepreneur. Finalement, sur la question des dispositions, oui, qui limitaient les questions qui étaient sujettes à la négociation, la Cour d'appel va conclure subsidiairement que ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté d'association et que même si c'était le cas, ce serait une atteinte justifiée. Alors voilà pour ce résumé de ces deux décisions touffues. Donc, je laisse la parole à Urbana pour terminer avec quelques commentaires sur la portée de cet arrêt de la Cour d'appel. Alors, je vais être brève. Je sens que le chronomètre est en route. Donc, 4 points. Le premier point, tu l'as déjà évoqué, Anne-Marie. Donc, la question du statut juridique des ressources n'est pas questionnée. Et ça, la question qu'on se pose, est-ce que c'était une occasion manquée dans ce contexte-là? À nos yeux, oui. C'est sûr qu'il existait un double verrouillage législatif, tant la loi en matière de sécurité, santé et services sociaux, ainsi que la loi sur la représentation des ressources, détermine qu'il s'agit de travailleurs autonomes ou en tout cas que les liens de contrôle n'ont pas pour effet d'invoquer un lien de subordination juridique. Évidemment, l'honorable juge Biche amorce l'arrêt, tu l'as dit tout à l'heure, en retenant l'argument du procureur général du Québec, lequel va ébranler d'emblée l'ensemble du raisonnement de la Cour supérieure. Elle déclare la chose suivante: notons immédiatement que ces ressources, et c'est là un élément crucial de l'affaire, dit-elle, ne sont pas considérées comme des salariés et
Ce n'est pas contesté ici. Cette approche formelle contraste avec celle du juge Hardy dans la Cour supérieure, qui a une approche beaucoup plus contextuelle, où il va dire « il s'agit d'individus vulnérables que l'on doit protéger contre tout isolement imposé par l'État dans la poursuite de ses fins, et à qui il faut permettre de négocier à armes plus égales avec cette entité plus puissante. Le tribunal ne voit au nom de quel principe juridique la protection de l'article 2D devrait leur être refusée. » Mais à plusieurs égards, l'honorable juge Biche va rappeler, quasiment à regret, qu'on n'a pas invoqué ça. Il dit « Or, rappelons qu'aucune de ces dispositions de la LSSS ou de la LRR n'est remise en question. » En fait, à plusieurs, je vous épargne en fait les citations, mais à plusieurs reprises, elle le dit. Puis elle dit « La non-revendication de ce statut permet à la Cour d'écarter la décision de la juge Grenier de 2008. Ceci distingue nettement la situation soumise à la Cour supérieure et à notre Cour dans le cadre du présent dossier de celle qui fut présentée par la Cour supérieure en 2008, lequel ne peut plus servir de base à l'analyse de la liberté d'association des ressources. » C'est quand même pas mal. Deuxième regret, l'absence de débat autour du droit à l'égalité. L'importance qui est accordée par le jugement de la Cour supérieure en 2008 relativement à l'inégalité générée par les stéréotypes genrés liés au travail de soins n'a pas du tout été reprise ici. Troisième point, la façon dont la Cour va balayer le droit international du travail. Or, la doctrine l'invoque à plusieurs reprises. Selon l'article 2 de la Convention 87, ce droit s'applique à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte. Et là, j'ai fait des recherches, plusieurs le disent et l'expriment, comme quoi la commission d'experts a souligné à plusieurs reprises que sous réserve des exceptions autorisées par le texte de ces conventions, tous les travailleurs jouissent des droits collectifs relatifs au travail, y compris les indépendants. Quatrième et dernier point, l'économie du régime. Elle s'inspire, la loi sur la représentation des ressources, s'inspire du corpus propre au droit du travail, mais s'en écarte dès que les effets en sont trop généreux. À plusieurs égards, la juge Biche avance que la loi sur la représentation des ressources s'inspire en bonne partie du Code du travail. Elle dit « La ressemblance est en effet frappante. Le Code est un canevas à cet égard, même si parfois il faut s'en écarter. Cette adaptation aux yeux de la Cour ne bride pas les ressources dans l'exercice de la liberté d'association. Or, le droit de grève, qui les aurait en partie soustrait, enfin, d'un point de vue fonctionnel, dès lors qu'elle devrait s'accompagner de garanties compensatoires adéquates. Ceci est d'autant plus vrai que lorsque l'État est l'employeur et se trouve dès lors dans une position de conflit d'intérêts. Nos collègues ou ex-collègues, Charles Tremblay-Poitevin et Christian Brunel, l'avaient noté, la possibilité de recours devant un organe indépendant constitue l'ultime condition nécessaire à l'établissement d'un dialogue social au travail. Or, en l'espèce, en soumettant au bon vouloir de l'État l'accès à un mécanisme de règlement des différends en compensation de l'interdiction qu'il aurait faite du droit de grève, indirectement, la médiation est obligatoire tandis que l'arbitrage ici est consensuel, conduit à perdre le rapport de force ab initio. Aucun recours n'est d'ailleurs prévu par la loi sur la représentation des ressources dans le cas d'un manquement à l'obligation de négocier avec diligence et bonne foi, c'est la loi qui l'indique, mais il n'y a aucun recours. Et la juge va dire la chose suivante, mais le système fonctionne malgré tout. Alors à quoi bon ? Et la Cour renvoie aux tribunaux de droit commun. Elle dit la LRR ne prévoit pas de recours particulier en pareil cas, mais les associations peuvent toujours s'adresser aux tribunaux de droit commun. Cependant, notons ici que ce type de recours n'est pas sans soulever nombre d'enjeux. Tout d'abord, on le sait très bien que le fardeau et l'exigence de la preuve dans ce contexte obligent celui qui allègue la mauvaise foi de la partie, donc la partie adverse, d'en faire la preuve. Et deuxièmement, ça contribue aussi à la fragmentation du droit du travail, dont Dalia a longuement travaillé sur ces points-là. Ça oblige les parties à naviguer avec plusieurs régimes et institutions aux postulats distincts et qu'au surplus, ce type d'incursion perturbe l'économie d'un régime particulier et contribue aux effets délétères de la fragmentation du droit du travail. En conclusion, certains jugeront que la porte est définitivement fermée. La Cour conclut de façon péremptoire, elle dit au paragraphe 170, «
Même dans une perspective téléologique large et libérale, le droit actuel ne permet pas de conclure que toute personne a le droit, dans son secteur d'activité, à une liberté d'association comportant exactement les mêmes droits que ceux des salariés et que l'on ne peut pas le reconnaître non plus à l'ensemble des travailleurs autonomes. Mais je vous invite en conclusion, enfin nous vous invitons en conclusion à garder tout de même espoir. Pourquoi? Parce que certains régimes particuliers méritent toute notre attention, car s'y logent souvent les personnes les plus vulnérables. Je terminerai par une note d'espoir, même si l'honorable juge Biche claque la porte brutalement dans cet arrêt, elle rappelle aussi, avec poésie je dois dire, que les chartes sont des arbres vivants, donc appelés à évoluer dans le temps. Cela est nécessaire dans une économie qui pousse toujours plus de travailleurs hors des bastions du droit du travail vers un entrepreneuriat qui vante une autonomie de pacotille. Merci beaucoup. Alors, ça vous donne un aperçu de la profondeur analytique que promet de l'avant cet ouvrage, cette présentation. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup, Romana. On va se tourner maintenant vers Anne-Julie Roland. Oui, bonjour tout le monde. Avant toute chose, permettez-moi de remercier les auteurs, autrices du livre qui m'ont fait une petite place à titre de collaboratrice. Donc, mon flash éclair va porter sur la grève, sur une note un peu plus positive que celle de l'arrêt portant sur la loi 49, le régime des arrêts RTF. Et j'aimerais me poser par rapport à deux éléments. D'abord, les dispositions anti-briseurs de grève et ensuite quelques illustrations de l'impact de l'arrêt Saskatchewan Federation of Labour en droit québécois et qui illustre le virage qu'a connu le droit à l'ombre de la reconnaissance, de la protection constitutionnelle du droit de grève. Donc d'abord, d'entrée de jeu, il faut reconnaître que le Québec a été pendant longtemps la figure de proue en matière d'interdiction des briseurs de grève. Je pense qu'il faut reconnaître que la législation québécoise a été dépassée par celle du fédéral et aussi du Manitoba. Donc, au fédéral, comme vous le savez, en juin dernier, le Code canadien du travail a été amendé et il interdit désormais le recours aux briseurs de grève sans égard aux motivations de l'employeur et sans faire référence à la notion d'établissement en grève, donc prohibant sans ambiguïté le travail de remplacement en télétravail, là, bref, quel que soit le lieu d'exécution du travail. Et ça a été suivi par des amendements à la loi manitobaine en novembre 2024, là, sauf erreur, qui interdit le recours au travailleurs de remplacement sans référence à la notion d'établissement. Donc, ces réformes présentent l'intérêt de détacher l'interdiction du travail de remplacement du lieu d'exécution de la prestation de travail, ce qui les rend beaucoup plus en phase avec les configurations actuelles de l'organisation du travail. Et c'est dans cette perspective qu'on voit une nette différence avec l'article 109.1 tel qu'interprété par les tribunaux jusqu'à tout récemment. Et c'est ce dont je veux vous entretenir, en fait. C'est sur le concept d'établissement déployé qui a été développé par le tribunal administratif du travail récemment. Donc, comme vous le savez, et je ne reviendrai pas plus amplement sur la question, mais l'interprétation qui a dominé par rapport à la portée de l'article 109.1 est celle très restrictive, voulant que l'établissement désigne essentiellement là, un lieu tangible, concret, un lieu physique dont on peut barrer les portes, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur le fragile équilibre du rapport de force entre les parties. Donc, ça a amené le tribunal administratif du travail en 2021 à rendre une décision marquante, ou en tout cas distinctive, en concluant qu'il y a un employeur. Dans cette affaire-là, c'était une cimenterie, avait contrevenu à l'article 109.1G du Code en utilisant durant un lockout les services d'une personne salariée qui n'était pas comprise dans l'unité de négociation et qui effectuait son travail depuis son domicile, c'est la décision groupe CRH. Donc, pour parvenir à cette conclusion-là, le TAT, c'était le juge Pierre-Étienne Morin,
a estimé devoir interpréter la notion d'établissement de manière contextuelle et dynamique, conformément à l'esprit des dispositions d'ordre public qui interdisent le recours aux prises arbitraires. Et c'est ce qui l'a amené à développer ce concept-là d'établissement déployé, en vertu duquel l'établissement peut comprendre à la fois le lieu physique traditionnel où s'effectue la prestation de travail, mais aussi les lieux où cet établissement se déploie, entre autres de façon virtuelle. Et comme dans cette affaire-là, l'employeur permettait la prestation de travail en télétravail et que dans ce contexte-là, les personnes salariées demeuraient hiérarchiquement subordonnées, il fallait conclure qu'elles exécutaient leur travail dans l'établissement de l'employeur. Et un élément important de la décision du TAT, et contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt de la Cour d'appel concernant l'interdiction des grèves partielles, les avocats et les notaires de l'État québécois, on a jugé qu'il fallait interpréter la disposition 109.1 conformément à l'arrêt Saskatchewan Federation of Labour. Et dans ce contexte-là, il fallait privilégier une interprétation de 109.1 qui préservait le rapport de force nécessaire entre les parties durant la négociation collective. Et ce faisant, si on permettait que du travail de remplacement s'effectue en télétravail, on risquait de compromettre l'exercice du droit. Il faut savoir que la Cour supérieure a annulé la décision dont je viens de vous parler sur la base qu'elle n'était pas assez motivée alors qu'elle s'écartait d'un précédent, Journal de Québec, rendu quelques années plus tôt par la Cour d'appel. La permission d'appeler a été accordée. L'audience à la Cour d'appel a eu lieu, si je ne me trompe pas, le 6 mai dernier. Et à moins que la décision vienne de sortir pendant qu'on se parle, le dossier est toujours en délibéré. Il faut savoir aussi que sur les entrefaites, la notion d'établissement déployé a été reprise par le tribunal administratif du travail dans l'affaire Coop Novago, qui est allée en révision, en contrôle judiciaire. Et cette fois-là, la Cour supérieure a maintenu la décision du TAT en se fondant notamment sur les nouvelles réalités du monde du travail, les objectifs visés par le Code, qui, selon la Cour supérieure, cette fois-là, autorisait le TAT à conclure comme il l'a fait. Donc, il va falloir suivre ça et voir si la Cour d'appel choisit de préconiser la conception dynamique, contextuelle proposée par le TAT ou plutôt si elle maintient son interprétation restrictive traditionnelle de la notion d'établissement qu'elle a privilégiée dans l'affaire Journal de Québec. Je veux aussi mentionner que cette décision-là cette interprétation-là risque d'avoir des effets sur d'autres groupes, les travailleurs qui sont sur la route notamment, parce que on a joint au dossier Groupe CRH à la Cour d'appel un autre dossier, Brand Tractor, qui ne portait pas sur le télétravail en tant que tel, mais plutôt sur l'interdiction de recourir à des techniciens routiers contractuels. Dans cette affaire-là, le TAT, était d'avis que la notion d'établissement devait inclure les endroits où les personnes salariées exerçaient habituellement leurs fonctions. Dans cette affaire-là, les chantiers, les endroits publics, les propriétés des clients, dans la mesure où la prestation de travail habituelle n'était pas effectuée uniquement à l'adresse civique de l'établissement de l'employeur qui était inscrite sur le certificat d'accréditation. Donc, ce dossier-là aussi a été joint à celui Groupe CRH. Donc, la Cour va devoir se prononcer sur la portée des dispositions de façon plus large, si je puis dire, que uniquement à travers le prisme des technologies de l'information. Est-ce que le temps me permet, de continuer? Donc, l'autre élément que je voulais aborder par rapport à la grève, les impacts de l'arrêt Saskatchewan. On a parlé avec Urbana et Anne-Marie d'un élément négatif, soit celui de l'arrêt de la Cour d'appel rendu en avril 2025 sur la loi 49, où on a essentiellement créé une distinction, en fait, fondée sur une condition législative, soit le statut salarié, dans ce cas-ci retiré par la loi, bien qu'existant dans les faits, entre ceux qui bénéficient
socle de droit là, qui protège la liberté d'association dans toute sa plénitude, son étendue, et ceux, en fait, qui en bénéficient que d'une portée restreinte. Il y a des éléments positifs, par contre, à mentionner. Donc, depuis la dernière édition du Mammouth, les 2 seules lois spéciales qui ont été adoptées au Québec depuis 2015 ont été jugées inconstitutionnelles, déclarées invalides parce qu'elles portaient atteinte au droit d'association sans justification. Un arrêt de la Cour d'appel pour ce qui est des juristes de l'État et une décision de la Cour supérieure en 2022 relativement à la dernière loi spéciale qui a été adoptée dans l'industrie de la construction. Et ces 2 lois-là ont été jugées inconstitutionnelles faute de substituer au droit de grève un mécanisme de règlement des différends adéquat et qui répondait aux standards établis par la Cour suprême, notamment en termes d'impartialité, de neutralité et d'efficacité. Donc, ça, c'est pour ce qui est des lois spéciales qu'on a adoptées, mais je veux aussi mentionner que depuis la dernière édition du Mammouth, on a revu des dispositions importantes du Code du travail en matière de maintien des services essentiels, que ce soit les pourcentages obligatoires en santé ou encore l'assujettissement par décret par le pouvoir exécutif. On a modifié le Code du travail en 2019 pour laisser au tribunal administratif du travail le soin d'évaluer si un danger réel et immédiat pour ce qui est des services publics, nécessitait de maintenir des services essentiels et l'arrêt Saskatchewan Federation of Labour s'est avéré déterminant dans la décision flageole pour ce qui est des pourcentages de services à maintenir en santé et pour ce qui est des modifications plus larges du Code du travail en 2019. Donc, voilà. Je m'en voudrais de ne pas terminer en précisant aux futurs lecteurs qui nous écoutent que le livre était sous presse lorsque les dispositions du projet de loi 89 sont entrées en vigueur. Et il faut quand même mentionner que ces dispositions-là risquent d'entraîner des changements majeurs et même peut-être irrémédiables dans la régulation des conflits de travail. Et on en a eu un exemple frappant vendredi avec la première décision rendue par le tribunal administratif du travail qui appliquait les nouvelles dispositions relatives au maintien de services assurant le bien-être de la population. Merci beaucoup. Alors déjà, une voie vers la 5e édition se profile et les changements qui seront à faire. Alors, on se tourne vers toi, Julie, pour une dernière intervention des auteurs-autrices avant de se tourner vers José Gervais et Gaétan Lévesque. On change un peu de registre. On quitte la liberté d'association maintenant pour aller plus vers la compétence de l'arbitre de grief. Donc, il y a eu une tendance à l'élargissement de la compétence de l'arbitre de grief. Ça fait déjà plusieurs années, on l'avait déjà constaté dans l'édition antérieure, mais depuis 2019, il y a des décisions importantes qui ont été rendues à la fois par la Cour suprême et la Cour d'appel qui ont confirmé cette tendance-là à l'élargissement de sa compétence. Par exemple, les tribunaux ont réaffirmé que la convention collective contient un contenu implicite à l'égard duquel l'arbitre conserve sa compétence exclusive. C'est le cas dans l'affaire Orox, dans laquelle la Cour suprême a confirmé qu'en raison de ce contenu implicite, la violation des droits de la personne ne suffit pas à écarter la compétence exclusive de l'arbitre. Dans cette affaire-là, c'était Mme Orox qui avait été congédiée en raison de manquements qui étaient liés à son alcoolisme. Elle prétendait que son congédiement était discriminatoire et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour composer avec son incapacité. La Cour suprême rappelle le principe de la compétence exclusive des arbitres du travail sur les litiges qui résulte à la fois expressément et implicitement de l'interprétation ou de l'application de la convention collective. Comme les lois sur les droits de la personne ont généralement préséance en raison de leur caractère d'ordre public, elles font partie du contenu implicite de la Convention. Donc, la Cour conclut qu'une plainte pour un congédiement discriminatoire relève de la compétence exclusive de l'arbitre. La Cour d'appel a également eu l'occasion de se prononcer sur la compétence exclusive de l'arbitre lorsque la convention collective ne s'applique pas à l'égard de toutes les personnes qui pourraient être visées dans une action collective. Par exemple, dans l'affaire de la Commission scolaire de Montréal, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse tentait de faire déclarer l'utilisation d'un questionnaire médical pré-embauche
comme étant discriminatoire auprès de la Cour supérieure à l'égard de tous les candidats qui postulaient à la commission scolaire de Montréal et qui devaient remplir ce questionnaire. Même si dans les faits, la convention collective ne s'applique qu'aux candidats ou aux candidates qui sont embauchés par la suite, la Cour d'appel a conclu que le litige relevait tout de même de la compétence exclusive de l'arbitre puisque la convention collective encadre l'embauche. Elle a précisé qu'il n'est pas absolument requis que l'arbitre ait compétence sur tous les membres éventuels d'une action collective pour écarter la compétence de la Cour supérieure. Plus récemment, la Cour d'appel a appliqué ce principe et confirmé la compétence de l'arbitre de grief à l'égard de personnes retraitées dans l'affaire Air Canada de 2025. Dans l'affaire Pinard, la Cour d'appel en 2022 insiste sur la qualification du caractère essentiel du litige en tenant compte du contexte factuel plutôt que de la qualification juridique, même si on avait une réclamation en diffamation qui aurait pu relever de la Cour supérieure. La diffamation avait eu lieu dans le cadre du processus de congédiement qui, lui, relevait de la compétence de l'arbitre. Le même raisonnement a été appliqué tout récemment encore par la Cour d'appel, notamment dans l'affaire Lacasse, concernant un recours en diffamation, cette fois-ci dans le cadre d'un processus d'évaluation. Finalement, dans l'affaire Gros-Lot, la Cour d'appel a jugé qu'une action collective qui alléguait de la violence et du harcèlement systémique envers les femmes ne pouvait pas être reçue devant la Cour supérieure. La demande concernait des conditions de travail en milieu syndiqué, encore une fois, qui relevaient de la compétence de l'arbitre de grief. Même si on tentait d'imputer la faute au gouvernement plutôt qu'à l'employeur, on a jugé que ça relevait de la compétence exclusive de l'arbitre. Concernant le harcèlement psychologique au travail, le législateur a aussi ajouté une obligation pour l'arbitre de suivre une formation sur les violences à caractère sexuel en 2024. Donc, tout arbitre qui procède maintenant à l'arbitrage d'un grief relatif à une conduite de harcèlement psychologique au sens de la loi sur les normes du travail doit désormais suivre cette formation. Et donc, la 4e édition du livre contient beaucoup de développement sur les transformations de l'arbitrage de grief. Ces transformations-là se poursuivent encore aujourd'hui au-delà de cette mise à jour, notamment avec l'ajout des articles 100.0.1.1 et suivants du Code du travail qui exige désormais aux parties de considérer le recours à la médiation pour tenter de régler le grief avant le recours à l'arbitrage. Voilà. J'ai respecté mon temps. Hein? Oui, franchement, une discipline à tout rond. Quand même, nos auteurs-autrices ont été très disciplinés, bravo, dans l'ensemble. Alors, maintenant, un petit tour vers l'univers de la pratique du droit du travail avec Josée et Gaétan. Merci beaucoup d'abord d'être ici parmi nous dans vos agendas chargés, justement, fort probablement devant des arbitres qui sont réservés plusieurs années à l'avance. Nous faire un petit trou, nous sommes ravis. Alors, je ne sais pas qui de vous deux veut débuter. On n'a pas coordonné. Je pense que je laisserai Gaétan débuter, puis rebondir sur certains des éléments qu'il mentionne. Parfait. Alors, Gaétan Lévesque de chez Rivet Schmidt, à vous la parole. Bien, merci beaucoup. Dans un premier temps, moi, je profite du fait que je suis ici avec les auteurs. Il y en a une qui est à Québec, cependant, puis je pense que Guillaume, je ne sais pas s'il est à quelque part avec nous. Mais pour vous féliciter, franchement, c'est un travail remarquable. J'ai eu la chance d'avoir accès à votre livre vendredi dernier, je pense, et j'ai commencé à le feuilleter. Franchement, merci beaucoup. C'est nécessaire. Bon, j'imagine que vous êtes à l'université, c'est nécessaire pour les étudiants, nécessaire pour la réflexion, mais aussi nécessaire pour la pratique. Donc, moi, j'inviterais tout le monde, quand vous allez mettre la main sur le livre, de lire l'avant-propos qui explique bien aussi l'objectif du livre et notamment le parti pris pour que le droit du travail soit un droit autonome et non pas une facette là, du Code civil, comme malheureusement on le voit encore une fois trop souvent. Et donc, je voulais vous dire que c'est très important. Moi, ça fait quand même une couple d'années que je pratique et encore, à chaque fois que j'aborde un dossier, très souvent, je retourne à la doctrine pour savoir où est-ce que je me situe là, en droit dans ce dossier-là.
Et en droit collectif, rapport collectif, il y a à peu près juste vous autres maintenant qui est un peu à jour. Et donc, je prends votre livre. Et ce que j'ai fait récemment, parce que j'ai agi comme arbitre de différents là, pour l'industrie de la construction, et donc je suis allé relire. Et en même temps, on me demandait qu'est-ce que vous voyez là, comme perspective de développement. Et je pense que l'arbitrage de différents, c'était mon hypothèse, et je suis allé vérifier entre la troisième et votre quatrième édition. Puis ce que je vois pour l'avenir, et je pense qu'effectivement, ça va prendre de l'ampleur. Premièrement, l'arbitrage de différents, où est-ce qu'on se situe? On vient d'avoir une conférence, un point sur l'arbitre de grief. Mais quand on prend votre livre, on le situe au bon endroit, c'est-à-dire qu'on est dans la négociation de la convention collective. Et on est ici dans le titre de régime général du Code du travail, dans le volume 1. Mais dans votre volume 2, qui date malheureusement de quelques années, lui, on voit aussi qu'il y a plusieurs systèmes particuliers où il y a de l'arbitrage, évidemment, les policiers, les pompiers, etc. Comme le dit par contre si bien votre avant-propos, ces régimes-là sont actuellement l'objet de contestation. L'Association des policiers provinciaux du Québec, là, la décision de la Cour supérieure de l'été dernier, qui a invalidé le régime. L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, eux, ont un régime qui ressemble à celui des juges. Ils n'en sont pas satisfaits. Ils ont perdu récemment parce que l'Assemblée nationale, que le pouvoir ultime, n'apprend pas la majorité, et ils vont prendre la minorité devant cette espèce d'organisme pour imposer les conditions de travail. Et donc, à telle enseigne qu'ils ont déposé, l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, actuellement, une contestation devant la Cour supérieure pour retrouver le droit de grève perdu à l'époque. Évidemment, il y a des régimes particuliers. Mais dans le régime général du Code du travail, il y a effectivement l'arbitrage de différents. Dans votre troisième édition, il y avait 6 pages que vous consacriez à l'arbitrage de différents. Il y avait 10 paragraphes. Il y avait environ 30 notes en bas de page, et vous citiez 15 décisions de tribunaux administratifs ou judiciaires. Dans la quatrième édition, qui va être en vente maintenant pour un modeste prix très, très bientôt, 8 pages au lieu de 6. Même nombre de paragraphes, mais ils ont allongé. 40 notes en bas de page au lieu de 10, et vous citez plus de 30 décisions. Et selon moi, ce n'est pas fini. On l'a dit tantôt, Saskatchewan, Federation of Labour, les lois particulières, les lois de retour au travail. Si il y a une loi de retour au travail, il faut substituer le droit de grève à un arbitrage. Et 2 arrêts récents de la Cour d'appel de l'Ontario ont examiné là. Donc, Canadian Union of Postal Workers, en 2026, le 6 février dernier, la Cour d'appel de l'Ontario, on est en 2026, regarde la situation d'un retour au travail en 2018. Ça aussi c'est la pratique. Pour examiner, il est évident qu'une loi spéciale qui arrête une grève, ça viole l'article 2 de la Charte, l'alinéa sur le droit d'association. Le seul débat, c'est est-ce que c'est une limite raisonnable? Et dans l'examen de la limite raisonnable, ils vont regarder quel pouvoir qu'on donne à cet arbitre-là. Est-ce qu'on lui donne le pouvoir à coup nul, avec un certain nombre de critères, ou est-ce qu'on lui dit non, fais le travail des négociateurs? Et donc, ils ont considéré dans cet arrêt-là la même chose dans Ontario Public Service Employees Union. Celle-là, c'est aussi le 6 février. Ça, c'était la grève dans les collèges en Ontario. Grève de 5 semaines, je pense, et qui a été en l'automne 2017. Et donc, la Cour d'appel, quelques années plus tard, nous dit que la loi était légitime, étant donné l'article 1 de la Charte et le test de l'arrêt Hawkes. Donc, oui, des lois de retour au travail avec des arbitres. Le projet de loi 89 dont on a parlé, comme disait tantôt le tribunal administratif du travail a rendu une première décision sur un des aspects de la loi, mais l'autre aspect de la loi où le ministre du Travail peut arrêter n'importe quand toute grève, cet élément-là n'a pas encore été utilisé à ma connaissance et donc testé par les tribunaux. Mais cette loi-là, qui est rentrée en vigueur le 30 novembre dernier, c'est une loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève et de l'encadre. Et fait intéressant, le tribunal administratif du travail, la semaine dernière, prend beaucoup d'espace pour dire qu'il faut regarder comme il faut le titre de la loi pour l'interprétation. Donc, dans cette volonté de considérer davantage les besoins de la population, le ministre du Travail
inspiré un peu de la nouvelle lecture que les gens ont faite de l'article 107 du Code canadien du travail, qui existait depuis toujours, mais là, tout à coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait arrêter une grève et envoyer ça à un arbitre. Donc, on voit qu'il y a une approche où on va de plus en plus devant les arbitres. Dans les dispositions particulières, le projet de loi 100 qui modifie les règles de négociation dans le secteur public et parapublic va permettre aux partis nationaux de permettre aux partis locaux de faire des arrangements et de convenir des modalités pour convenir de ces arrangements-là. Donc, on peut imaginer que les partis vont aussi emprunter, dans certains cas, la possibilité de l'arbitrage. Ce qui va nous amener des questionnements sur le rôle de l'arbitre. Le rôle, dans la plupart du temps, dans ces arbitrages-là, il y a des assesseurs. Moi, dans ce que j'ai fait récemment, j'avais carrément le travail d'un arbitre. Et donc, il fallait qu'on soit 2 sur 3 à s'entendre sur les taux de salaire là, pour dans l'industrie de la construction, le secteur résidentiel. Ils étaient en grève et ils ont convenu ensemble d'envoyer c'est la fixation des taux de salaire à des arbitres. Et donc, ça m'a permis de comprendre un peu aussi comment le rôle de chacun, le rôle de l'avocat qui présente le dossier, le rôle de l'arbitre, le rôle des témoins. Et je pense que ça va amener des questionnements. Le simple fait, bon, le projet de loi 89 est contesté actuellement devant la Cour supérieure, mais on le sait de tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un jugement final, il va vraisemblablement s'appliquer. Le simple fait de l'existence de cette épée de Damoclès, moi, je me questionne, est-ce que ça va changer la façon dont les partis négocient? Parce que les arbitres de différents ont tendance à dire, il faut aussi faire un compromis ultime. Donc, si moi, j'étais prêt à la table de négociation à faire mon compromis ultime, puis que ça ne fonctionne pas, puis que le ministre m'envoie en arbitrage, je suis mieux de ne pas faire mon compromis ultime à la négociation. Et là, ça va amener la question, vous citez une décision dans votre livre qui est toujours citée, celle de Zellers, de l'arbitre Hamelin, qui, lui, dans une première convention collective, a dit « Mon travail, le travail essentiellement, c'est d'être le négociateur raisonnable. » Mais est-ce qu'on va approcher le négociateur raisonnable comme celui qui sait que peut-être qu'on va lui imposer un arbitrage différent ou non? Donc, voilà le genre de questions que moi, je me pose. Je me pose aussi des questions sur les experts. Donc, souvent, quand on prépare une négociation, on appelle des fois vous autres, les profs, et on vous dit, voulez-vous nous aider? Bon, un économiste, comment on voit les taux d'inflation, etc., pour faire notre demande. On va aller chercher des experts en rémunération. Peux-tu nous faire des comparables? On va aller chercher différents types d'experts et ces gens-là vont devenir après ça des témoins experts devant le tribunal. Mais là, quand ils sont des témoins experts, on utilise le code de procédure civile puis on leur fait dire, là, moi, je suis l'expert neutre, que je suis juste là pour aider le tribunal. Oui, mais vous nous avez aidés initialement dans la négociation. En tout cas, moi, ça me pose des questions et je suis convaincu, je vais conclure comme ça, que quand je vais lire votre livre et si la tendance se maintient en mars 2033, je devrais avoir des réponses à la 5e édition à mes questions. Et je tiens donc à vous dire qu'on vous lit avec beaucoup d'attention. Merci. Merci beaucoup, Maître Lévesque. Alors, je me tourne vers Maître Josée Gervais pour conclure nos présentations. Puis après, on se tourne vers vous, participants, pour poser vos questions ou peut-être émettre un point de vue sur ce qui a été partagé par les présentateurs et les présentatrices. Josée, à toi la parole. Là. Donc, en fait, je veux joindre ma voix à mon collègue pour féliciter effectivement là, tous les autrices, les auteurs de cette exceptionnelle mise à jour. Là. Effectivement, moi aussi, quand je l'ai reçu, j'étais très impressionnée. Évidemment, je ne l'ai pas lu au complet encore, mais j'étais très impressionnée là, de voir la qualité de la mise à jour. Puis ça me ramène un peu, comme procureur patronal, je me questionnais quand Dalia m'a approché sur quelles sont les transformations que j'ai pu observer dans le cadre de ma pratique depuis 2019, dans les dernières années. Puis, on a parlé là, du projet de loi 89, mais moi, dans la pratique, je voudrais au quotidien de représenter des employeurs, c'est vraiment ce qui a mené à l'adoption de ce projet de loi-là qui, pour moi, a été marquant dans les dernières années. Donc, vous le savez, le projet de loi 89 va introduire, va donner au ministre du Travail de nouveaux pouvoirs pour mettre fin au conflit de travail là,
par la voie d'un arbitrage, mais également il introduit la notion de service assurant le bien-être de la population. Et dans ma pratique, j'ai une partie importante de ma pratique qui consiste à agir comme porte-parole patronale à différentes tables de négociation, autant dans le secteur privé que public, en fait beaucoup dans le secteur public dans les dernières années. Et c'est vraiment ce que j'ai pu constater dans la modification, dans la transformation qu'ont vécu les négociations collectives, je pense, qui ont mené au projet de loi 89. Donc, on parle d'un impact au niveau de la durée des négociations. Il y a, je vous dirais qu'il n'y a plus beaucoup de petites négociations ou de petites unités. C'est-à-dire que même pour des unités d'accréditation qui vont compter 150, 200 salariés, il n'est pas rare aujourd'hui de voir les parties traverser plus de 50 rencontres de négociation, d'impliquer un conciliateur avant d'être en mesure d'en arriver à une entente de principe. Il y a toute la question aussi des conflits de travail qui, en tout cas tout le moins dans le secteur public, est devenue comme une étape quasi obligatoire pour en arriver à une entente de principe. Et j'ai été impliquée personnellement dans plusieurs dossiers de négociation gouvernementale, notamment avec les enseignants, avec le personnel des CPE qui s'est conclu au mois de mai dernier. Puis évidemment, je pense que ce n'est pas un secret que l'impact de ces conflits de travail-là sur la population en général, sur les parents. Donc, moi, je le vivais doublement à la table de négociation et comme parent également, a quand même alimenté la réflexion du gouvernement pour en arriver à l'adoption du projet de loi 89. Puis je pense également que le récent conflit à la STM, puis pour reprendre ce que Gaétan disait, moi, je pense que c'est un peu l'évaluation que le syndicat a dû faire, de dire est-ce qu'on veut être les premiers cobayes de ce projet de loi-là, mais je pense que ce conflit-là a mis en lumière, avec les impacts sur les usagers, que la définition de service essentiel telle qu'on la connaissait était peut-être un peu restreinte. Évidemment, je le dis avec mon grand chapeau de procureur patronal. Un autre projet de loi qui a été adopté quand même récemment, qui quant à moi aussi, témoigne bien de la transformation de la pratique au cours des dernières années, c'est le projet de loi 101 qui vise l'amélioration de certaines lois du travail pour plaider régulièrement devant les arbitres de grief. Je pense que ce projet de loi-là vient répondre à certains besoins. Là, après ça, ce qu'il va y arriver, vous allez nous le dire en 2033 dans la 5e édition. Mais juste pour vous remettre en contexte, le projet de loi 101 en fait, le syndicat va être automatiquement considéré comme s'être désisté d'un grief s'il n'a pas désigné un arbitre 6 mois après le dépôt du grief. Il va devoir également y avoir une première journée d'audience qui va se tenir dans l'année qui suit le dépôt du grief et une obligation de communication de la preuve qui peut-être est salutaire, mais qui est quand même assez révolutionnaire pour nous, les procureurs qui plaidons devant les arbitres de façon régulière. Je pense que ce qui a pu motiver ce projet de loi-là, en tout cas si je me fie à ce que j'ai observé dans les dernières années, évidemment, au niveau de l'accessibilité de l'arbitrage pour les travailleurs, en ce moment, il est à peu près impossible de penser avoir une date moins de 2 ans après le dépôt du grief. Il y a, je pense que ça découle de l'élargissement de la compétence des arbitres dont vous parliez tout à l'heure, mais moi, je constate et je remarque que les audiences se sont extrêmement complexifiées. Elles se sont prolongées également. Moi, depuis 5 ans, je n'ai eu aucune audience où j'ai pu présenter ma preuve et argumenter mon dossier dans une seule journée, alors qu'avant, c'était monnaie courante. Nous, en droit du travail, quand je regarde la vision qu'on a comparativement aux avocats de litige commercial dans les grands bureaux, on fait des petits dossiers qui se closent, qui se ferment en une journée. C'est plus vraiment la réalité, je vous dirais. Et il y a évidemment certains milieux où la culture, dans certains milieux où on vit, puis c'est peut-être historique, mais avec un nombre effarant de griefs, 300, 400 griefs annuellement chez certains de mes clients, où là, on les réfère pas vraiment à l'arbitrage parce qu'on réalise bien que ce serait peu possible de procéder dans l'ensemble des dossiers. Mais je me demande quel va être l'impact du projet de loi 101 sur les milieux de travail comme ceux-là, parce que en ce moment, je pense qu'il y a plusieurs syndicats qui ne réfèrent pas les griefs à l'arbitrage, particulièrement en mesure disciplinaire, parce que la clause d'amnistie va finir par
par faire son œuvre. Et là, une fois la clause d'amnistie écoulée, ben, le syndicat retire le grief. Là, pour préserver les droits, il va falloir déposer à référer à l'arbitrage. Donc, est-ce que tout ça va créer simplement des frais d'annulation additionnels pour les parties? Je pense que ça va être intéressant de l'observer au cours des prochaines années. Puis finalement, peut-être le dernier élément qui, quand même, pour moi, a été significatif dans les dernières années, c'est vraiment l'impact qu'a eu la pandémie sur plusieurs aspects des rapports collectifs du travail. Et je ne vous parle pas ici de politique de vaccination obligatoire et de droit à l'intégrité, là, même si je pense que ça nous a donné quand même des analyses intéressantes qu'on pensait pas, sur lesquelles on ne pensait pas travailler. Mais au niveau de la négociation collective, quand même, depuis la pandémie et toute la période inflationniste qui a suivi, il y a quand même eu un impact important sur le rapport de force aux tables de négociation. Moi, je l'ai constaté là, de façon vraiment importante. Premièrement, pour les offres monétaires, il n'est plus nécessairement possible pour l'employeur de se coller simplement sur les prévisions de l'inflation pour penser en arriver à une entente. Les attentes sont plus élevées que celles-là. Le syndicat aussi est beaucoup plus frileux, moins enclin à recommander les ententes de principe, alors que pour moi, par le passé, c'était un automatisme. Une fois que le syndicat avait conclu une entente de principe, il allait la recommander à ses membres. Aujourd'hui, il y a plusieurs syndicats qui prennent la position de ne simplement pas la commenter, de laisser vraiment le libre choix et la libre décision aux membres. Et évidemment, il est plus fréquent, je pense, que par le passé, de voir des ententes de principe rejetées là, par les membres réunis en assemblée, ce qui oblige évidemment là, les partis à retourner à la table. Puis pour l'avoir vécu, c'est pas une situation facile de retourner négocier à la table lorsqu'on avait une entente de principe. Et finalement, sur l'impact également de la pandémie, je pense qu'évidemment, il y a du télétravail. Il y a toute la question du retour au travail, de la gestion avec les syndicats, du retour au travail après des années de travail à distance. Donc, j'ai plusieurs de mes clients là, qui sont encore dans la gestion de litiges et j'ai rarement vu un sujet aussi émotif et polarisant que le télétravail. On a quasiment l'impression que dans certains milieux, là, le travail en présentiel ça s'assimile au traitement là, inusité, cruel. Je suis quand même obligée de constater que les syndicats sont très, très créatifs parce qu'il y a plusieurs conventions collectives qui ne font même pas mention du télétravail comme tel. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour la créativité des syndicats pour contester le retour au travail. Puis peut-être le dernier petit élément aussi en lien avec la pandémie, c'est toute la question d'accommodement dans un contexte de télétravail. Moi, je pense qu'avant la pandémie, j'aurais été assez à l'aise de dire à un employeur que d'accommoder un employé en le laissant à 100% en télétravail aurait été une contrainte excessive. Là, après 3 années où les entreprises ont fonctionné parfaitement avec des employés exclusivement en télétravail, c'est sûr que ça vient changer un petit peu l'analyse au niveau de la contrainte excessive. Là, puis ça rend ça intéressant. Donc, je dirais que c'était mes flashs des 6 dernières années. Ben, merci beaucoup, Gaétan. Merci beaucoup, Josée. J'ai envie maintenant de me tourner à la salle. Il nous reste quelques minutes qu'on pourrait... d'abord, merci à tout le monde. Je pense qu'on a eu droit à un peu plus d'1 heure de riche analyse, de développement, de récent développement en droit des rapports collectifs de travail.